Commit After Work, le Business Talk, est présenté par Commit, la solution logicielle idéale pour la gestion numérique de vos données en ressources humaines. Et de RIF SA de votre région. Nous rendons la qualité visible. De 30 à 1000 employés en 50 ans, d'un prototype fabriqué dans un jardin à Orvin à 9 sites de production dans le monde. Aujourd'hui, on parle d'une success story, celle de l'entreprise LNS à Orvin, avec son CEO Gilbert Lille. Bienvenue. Merci. LNS Group, c'est une entreprise, on l'a dit, basée à Orvin, qui conçoit et produit des périphériques pour machines-outils. C'est une définition un petit peu floue qui ne vend pas vraiment du rêve. Alors allez-y, vendez-nous du rêve. Expliquez-nous à quoi vous servez. Nos produits servent surtout à automatiser la production. Donc on fabrique tout ce qui va autour de la machine-outil pour pouvoir charger les machines, décharger les machines, purifier l'air, purifier le liquide de coupe. Et vraiment que les machines puissent tourner en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et vraiment pour automatiser la production partout dans le monde. Alors, on va tout de suite voir un exemple pour que ça soit encore plus concret. Donc, un exemple d'un périphérique. Les ravitailleurs de bar, notamment, c'est votre produit phare. On le voit ici à gauche. Voilà, exactement. C'est ce que vous voyez à gauche de la machine. Donc, c'est un système avec la matière des barres qui sont à l'intérieur. Et ça charge les barres dans le centre d'usinage, dans le tour, pour pouvoir usiner des pièces, que ce soit des vis pour l'horlogerie, que ce soit des connecteurs pour l'électronique, pour les iPhones, que ce soit du matériel utilisé dans les automobiles, dans l'aéronautique, un peu dans tous les domaines. Donc LNS a vraiment commencé avec ce produit-là il y a plus de 50 ans, à Orvin, en travaillant pour l'horlogerie. On va revenir justement sur l'histoire tout de suite. Les autres périphériques, vous en avez en tout 5 jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, il y a un 5e qu'on se trouve aux États-Unis, mais qu'aux États-Unis. Mais sinon, donc, vraiment commencer avec les ravitailleurs de bar que vous avez à gauche pour charger la machine. Ensuite, en 2000, début des années 2000, on a acquis une société américaine, Turbo, pour la partie conveyor de copeaux. Donc, c'est pour évacuer tous les copeaux. Une fois que vous usinez, vous avez bien sûr les pièces, mais vous avez aussi toute la matière qui reste, donc les copeaux, et le liquide de coupe qu'il faut filtrer, donc le produit à droite. Ensuite, sur la machine, vous avez la partie filtration de l'air. C'est vraiment pour filtrer l'air, pour purifier l'air dans les ateliers, parce que sinon, à chaque fois que vous ouvrez la porte, il y a un brouillard d'huile qui vient dans l'atelier, et c'est pour la santé des collaborateurs, pour l'atelier, c'est néfaste. Donc, ces systèmes-là nettoient l'air, et ça, c'était une acquisition en 2012 d'une société italienne qui s'appelait Fox. Et la dernière acquisition est en haut à gauche, ce sont les systèmes de gestion de liquide de coupe. Et là, on aspire le liquide de la machine, on le filtre, on le nettoie, et on le réinjecte dans le tour, à l'endroit où on usine, en fait, pour améliorer les performances d'usinage. Alors, vous êtes leader pour le produit, en tout cas ravitailleur de bar, et c'est ce que vous avez lancé tout au début de la création d'LNS, une solution pour automatiser justement le secteur de l'horlogerie. Les premiers tests ont été faits dans un jardin. On va voir justement une photo mythique de ce premier prototype ici. Ça ressemble plus vraiment à ce que vous avez aujourd'hui. On retrouve encore certaines fonctionnalités. Vous voyez le barillet dans lequel on charge les barres au milieu. On a encore certains produits qui utilisent cette technologie, mais c'est vrai que pour le reste, il y a eu beaucoup d'évolution. Il y a beaucoup plus d'électronique, d'intelligence dans les machines, ainsi de suite. Donc, ouais. LNS, le nom LNS vient de 3 initiales, Monsieur Lechaud, le L, Monsieur Neukomm, le N, et Semama, le S. Ce sont les fondateurs de l'entreprise qui fondent LNS en 1973 à Orvin. Et puis ensuite, on a Monsieur Scheurer qui va lui permettre d'inventer encore un produit phare. Voilà, tout à fait. Là, vous voyez 2 des 3 fondateurs. À droite, vous avez Monsieur Lechaud, au milieu, Monsieur Semama. Et à gauche, M. Scheurer, qui lui a amené la technologie de ravitaillement, mais dans un bain d'huile, qui était une nouveauté à l'époque. En fait, pour permettre d'avoir moins de bruit. Moins de bruit, moins de vibration, moins de marquage des pièces. Ça a amené énormément d'avantages. Ça a vraiment révolutionné le ravitaillement et l'usinage, en fait, quelque part, de pièces métalliques.
Et l'entreprise va petit à petit développer d'autres périphériques en faisant notamment des acquisitions d'entreprises dans le monde, en ouvrant des filiales. Où notamment? Alors un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, on a 20 sociétés dans le monde, dont 9 sites de production. On a 3 sites de production en Amérique du Nord. On a 3 sites de production en Europe, en Italie, en Suisse et puis en Angleterre. Et 3 sites de production en Asie, Taïwan, Chine et Japon. Ça veut dire pour vous beaucoup de voyages, hein? Beaucoup de voyages pour moi, mais également pour d'autres membres de l'équipe aussi, ouais, puisque on s'est rendu compte pendant la période avant le Covid, on voyageait énormément, je pense même trop. Ça veut dire 2 fois par mois, on était loin au moins une semaine, donc plus de 50% du temps, je dirais, en déplacement international. Donc c'était beaucoup et certainement trop. Et après, période de Covid, tout s'est arrêté. Et depuis, on a repris un autre rythme. On s'est rendu compte qu'on pouvait faire beaucoup de choses à distance avec tous les outils qui ont été mis à disposition, les outils de vidéoconférence, ainsi de suite. Mais ça reste très important quand même de revoir les gens, de voir les équipes, de rester aligné avec eux, même si on les connaît depuis très très longtemps. Mais on sent bien qu'après un certain temps, les relations se détendent un petit peu. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, on essaye au moins tous les 3 mois d'être sur place, de voir les équipes dans toutes les régions. Donc c'est plutôt maintenant, au lieu de 2 fois par mois, c'est plutôt 1 fois par mois un déplacement à l'étranger pour une semaine ou plus. C'est la belle vie pour vous? Moi, c'est vraiment c'est quelque chose qui me manque si je ne le fais pas, c'est sûr. Effectivement, je pense avant c'était trop parce que la fatigue, aussi on n'arrive pas à se concentrer sur ce qu'on fait ici en Suisse. Et puis maintenant, je pense qu'on a vraiment trouvé le bon rythme. Et oui, effectivement, pour moi, c'est un vrai plaisir. Oui. Je trouve LNS, qui est intéressant, c'est la dimension internationale. Justement, on est numéro 1 dans la plupart des régions dans le monde pour certains produits. Mais en même temps, on garde une taille familiale, en fait, quelque part, parce que tous nos sites ont moins de 200 employés. Donc, on arrive à connaître quasiment tout le monde. Et vous dites, si vous ne le faites pas, ça vous manque. Ouais. Qu'est-ce qui vous manque là-dedans? C'est d'un point de vue professionnel, c'est aussi d'un point de vue... Des deux, en fait, quelque part, parce que ce n'est pas en restant dans un bureau à Auvin, dans le Jura bernois, qu'on arrive à savoir quels sont les besoins du futur, parce qu'on travaille avec des très grands groupes, des clients finaux qui travaillent dans l'horlogerie, bien sûr, mais aussi dans le médical, dans le dentaire. Et c'est eux qui vont nous expliquer quels sont leurs besoins futurs. Donc il faut être proche de ces gens-là, il faut les visiter pour comprendre vraiment les besoins futurs. Et puis aussi, pour le côté personnel, depuis tout petit, j'ai énormément voyagé. Et puis si je le fais plus, c'est quelque chose qui, effectivement, me manque, en fait. On va parler de votre enfance dans quelques instants. Vous formez un comité directeur de 7 personnes. Oui. On vous voit ici, il en manque un. Et puis vous me disiez tout à l'heure, c'est devenu en fait des amis entre-temps. Oui, parce que ça fait maintenant plus de 10 ans, je suis à la direction du groupe. Et puis on a créé cette équipe avec des gens qui sont soit venus de l'extérieur et qui ont intégré l'équipe, soit les gens qui étaient déjà au sein de LNS, mais qu'on a promu pour intégrer ce qu'on appelle le Group Management Committee, c'est ce comité de direction. Et c'est vraiment, effectivement, aujourd'hui, on a la partie professionnelle, mais on a la partie aussi personnelle où on passe du temps en dehors du travail ensemble, et puis c'est vraiment très, très important. C'est tout ce temps que vous ne passez pas en famille, justement, et vous avez une fille de 12 ans, George May, et votre épouse Cécile. On voit les 3 ici à l'image. Est-ce que votre fille, elle vous en a voulu parfois d'avoir un papa comme ça absent? Non, je pense, parce que c'était depuis le début, j'ai toujours été en déplacement, en fait. C'est pas quelque chose qui est arrivé quand elle avait 5 ou 10 ans, en fait. Depuis qu'elle est née, maintenant ça fait 18 ans chez LNS, elle a 12 ans, donc elle m'a toujours connu comme ça. Mais par contre, ce que j'essaie de faire, c'est, si je suis en déplacement la semaine, c'est de préserver les moments le week-end, vraiment pour la famille et pour passer du temps avec elle et faire des activités avec elle. Donc non, je trouve que c'est un bon compromis, en fait. Et puis, elle veut aussi voyager. Là, vous êtes à Singapour? Non, c'est à Miami, là. Miami, oui. donc là, une fois que vous rentrez, il faut repartir parfois encore en vacances avec la famille. Ça, c'est un peu plus compliqué, effectivement, des fois, où on rentre d'un long voyage et puis le week-end, il faut juste refaire sa valise pour repartir. Mais en même temps, c'est complètement différent parce que là, c'est en vacances puis en famille, donc c'est agréable aussi. C'est votre chien, si j'imagine. Votre fille aime beaucoup les animaux, vous me disiez. Oui. Et alors, elle ne va pas forcément se diriger dans le même secteur que vous, mais peut-être qu'elle aura envie de prendre autant de responsabilités que vous en avez aujourd'hui. Est-ce que vous lui souhaitez d'avoir une vie pareille à la vôtre, avec autant de responsabilités, autant de déplacements? Alors, autant de responsabilités, je sais pas. Ça, c'est elle qui décidera.
Alors, autant de déplacements, oui, j'espère bien. En fait, pouvoir lui offrir cette ouverture d'esprit, parce que je trouve, ce qui est vraiment enrichissant, c'est de voyager, de rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles cultures, de comprendre les cultures. Et ça, oui, ça, c'est quelque chose que je voudrais lui offrir. Après, lui imposer quelque chose, non. Ça, c'est elle qui doit, après, trouver son chemin. Et puis, comme vous disiez, les animaux, pour le moment, c'est surtout le cheval. Et puis, voilà. Et au niveau des responsabilités, on la voit ici faire de l'équitation. Et au niveau des responsabilités, alors ça, vous ne lui citez pas forcément autant de responsabilités? Non, pas nécessairement. Pourquoi? Non, parce que c'est également de la pression, du stress. Si elle peut s'épanouir autrement, dans une autre activité, moi, j'ai aucun problème. Ouais. Vous aviez... Non, moi, c'est quelque chose que j'apprécie. J'ai besoin de ce côté, un peu, ce stress pour me motiver. Mais tout le monde n'est pas pareil. Absolument, oui. Ouais. Vous aviez 5 ans lorsque LNS s'est fondée à Orvin. À ce moment-là, vous viviez à Vancouver, au Canada. Vous parliez anglais. C'est comment de passer son enfance au Canada? C'était différent. Non, mais Vancouver est une très belle ville parce que c'est une ville qui est sur le Pacifique, qui a aussi une partie de montagne. Et je trouve la région ici ressemble énormément à ce que j'ai connu là-bas. En fait, beaucoup de nature. C'est pour ça que j'apprécie aussi ici la montagne. Et par contre, Vancouver est une ville assez grande. Nous, quand on a quitté Vancouver, c'était juste au moment où il y a la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Et il y a beaucoup d'Asiatiques qui sont venus. Donc la ville a changé un peu, mais une ville, à l'époque où nous on est partis, à 1,2 million d'habitants, mais très nature, on faisait énormément d'activités, on skiait déjà, on faisait beaucoup de choses. Et en quoi ça a forgé votre caractère de grandir au Canada? Je ne pense pas que ce soit nécessairement grandir au Canada, je pense que c'est plutôt les voyages, parce que ma mère étant allemande, chaque été, on venait en Europe, elle nous amenait en Allemagne, on voyageait déjà beaucoup à cette époque-là. Et je pense que c'est plutôt ce côté-là déjà de s'ouvrir vers d'autres cultures, de rencontrer d'autres gens. Je pense que c'est plutôt ça qui a forgé le caractère. L'ouverture d'esprit. Voilà, Et votre maman, donc, qui était enseignante, votre papa canadien, lui, travaillait dans l'import-export. Vous avez un frère. C'était pas une famille vraiment soudée? Non, parce qu'il y avait des différences culturelles. Ma mère étant européenne, mon père nord-américain. L'âge, ils avaient une grande différence d'âge, je dirais. Religion, il y avait beaucoup de choses qui les rassemblaient. On les voit ici. Voilà, on les voit. Là, ils se sont rencontrés à San Francisco. Et puis après, ils ont déménagé à Vancouver. Et puis c'est là où on a vécu en tous les cas moi, pendant 15 ans. Mais il y avait presque trop de différences sur pas mal de critères. Et votre maman, ça lui manquait justement l'Europe et elle décide de rentrer pour de bon en Europe. Vous aviez 15 ans. C'est vraiment l'événement marquant de votre vie ou de votre enfance? En tous les cas, à cette époque-là, oui, parce qu'à 15 ans, on s'est créé un peu un réseau, on a des amis, on a beaucoup de choses. Et puis là, c'était un peu un choc culturel. Au niveau de l'école aussi, parce que le niveau là-bas, je ne parlais pas vraiment le français. Et là, vous êtes allé vivre en France, à Annecy. allé vivre en France, oui. Et donc, au niveau de la langue, c'était un problème. Au niveau de l'école scolaire, c'était un peu difficile. Mais en même temps, c'était intéressant, parce que j'étais un peu la bête curieuse dans l'école où on est arrivé à Annecy. On s'intéressait à vous. Voilà. Vous étiez l'étranger qui venait d'ailleurs. Qui venait d'Amérique. Vous avez fait ensuite des études d'ingénierie en mécanique, puis de commerce. Et là encore, vous avez beaucoup voyagé pendant vos études. Pendant la préparation de l'interview, vous me disiez que vous voyez déjà à l'époque travailler un jour dans les métiers techniques et même diriger une entreprise à l'international. Ça vous vient d'où cette envie? L'international, à nouveau, je pense que ça vient de mon parcours, de mon histoire, de vraiment vouloir découvrir le monde, parce qu'à l'époque, moi j'avais voyagé un peu, mais pas autant qu'aujourd'hui, donc j'ai encore découvert pas mal de pays. Et puis la technique, je me suis toujours intéressé à la technique depuis tout petit. Sur une des premières photos, je faisais déjà un montage. Mais non, la technique, c'est quelque chose que j'aime. J'aime créer des choses, innover, amener des nouvelles solutions. Donc les deux combinés, c'est vraiment ce que je cherche.
Et vous avez travaillé ensuite chez ABB et puis à Genève chez Sécheron. Et puis vous arrivez chez LNS en 2007. Vous vous installez à La Neuville et puis à Évillard, où vous vivez encore avec votre famille actuellement. Vous avez tellement voyagé, vous connaissez tellement de cultures. Dites-nous sincèrement ce que vous pensez des Suisses. Vous êtes devenu suisse entre-temps. Je trouve que c'est très intéressant parce que c'est un petit pays, en fait, quelque part, avec une population qui est limitée, mais c'est une population qui est très ouverte. Et je pense que ça vient du fait que le pays, justement, est un peu petit, qu'il faut être ouvert vers l'international, il faut être ouvert à l'export. Si vous voyez un pays de la taille de la Suisse qui parle 4 langues, qui a autant de diversité... Le Canada, c'était assez intéressant aussi parce qu'il y avait quand même 2 langues, mais bon, c'était un pays qui était beaucoup plus grand. Mais moi, aujourd'hui, pour travailler, je voudrais travailler nulle part ailleurs qu'en Suisse. En fait, être basé, après aller voyager aux États-Unis. Mais je trouve qu'on a une culture, une fierté du travail bien fait en Suisse. Et puis, ce côté culturel et cette ouverture, je trouve c'est extraordinaire. Les gens qui parlent autant de langues, vous allez à quelques centaines de kilomètres d'ici. S'ils parlent une deuxième langue, c'est déjà beaucoup. Et ici, la plupart des gens parlent minimum 2 langues, voire 3 langues. S'intéressent à ce qui se passe à l'extérieur. Et un aspect peut-être moins positif, quelque chose qui vous manque? Non, je vois pas. Ouais. Non, sincèrement, non. À choisir, si c'était à refaire, je referais la même chose. D'accord. Ouais. Alors justement, en Suisse, une culture du travail bien fait. Vous dirigez 1000 collaborateurs, collaboratrices partout ailleurs. Justement, comment on fait pour transmettre ces valeurs-là du travail? Est-ce qu'ailleurs, on travaille autant bien? Est-ce que parfois, vous devez réorienter je pense que déjà, les marchés ont des attentes différentes. Vous prenez le marché nord-américain, peut-être en termes d'attentes techniques, elles sont peut-être un peu moins élevées que ce que vous trouvez en Europe, par exemple. Donc, ce qu'on fabrique dans les pays sont assez adaptés aux besoins des marchés locaux. Et après, on peut aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on spécialise les usines en fonction de la valeur ajoutée. Par exemple, en Suisse, on garde des choses où il y a une très forte valeur ajoutée, parce qu'il y a un vrai savoir-faire. Et peut-être dans d'autres pays asiatiques, on fait des choses où il y a moins forte valeur ajoutée, mais il y a plus de volume. Donc, en fait, on s'adapte en fonction du savoir-faire des pays, des attentes des marchés. Donc, avec l'outil industriel qu'on a aujourd'hui, avec les 9 sites de production, on arrive vraiment à bien s'adapter aux différents marchés et puis aux différentes compétences des gens. Ouais. La situation géopolitique n'est pas des plus simples. Les guerres en cours, le retour du protectionnisme, ou du moins les menaces du retour du protectionnisme. C'est quoi pour vous, comme CEO, les plus gros challenges actuellement pour je dirais, je pense que tout le monde a bénéficié pendant beaucoup d'années de la globalisation, où on a justement transféré dans certains pays tout ce qui a peu de valeur ajoutée. Je pense maintenant on verra un retour en arrière. Alors peut-être pas une localisation où chaque pays voudrait faire ses propres choses, mais une re-régionalisation. Et c'est ce qui est en train d'être poussé aux États-Unis, c'est de vouloir rapatrier la production en Amérique du Nord. Et puis je pense qu'en Europe on vivra la même chose. Mais ça fait du sens, mais ça fait du sens pour certaines choses. Il ne faut pas vouloir rapatrier absolument des choses où il y a très peu de valeur ajoutée, parce qu'on ne peut plus juste pas être compétitif. Et puis ça va aussi prendre un certain temps, parce qu'il faut investir dans l'outil industriel. Il y a beaucoup de pays qui ont abandonné leur outil industriel pendant 20-30 ans. Ce n'est pas en 3 mois qu'on arrive à remettre en place un outil industriel. Mais qu'est-ce que ça aura comme impact pour LNS? Je pense qu'à court terme, c'est compliqué. Parce qu'effectivement, on a une chaîne d'approvisionnement intégrée. On utilise des composants venant d'Asie en Europe, on utilise des composants venant d'Asie pour fabriquer nos produits en Amérique du Nord. Donc avec les tarifs, ça implique des surcoûts, des difficultés de livraison. Mais en même temps, dans notre industrie, en tous les cas, on est les seuls à avoir des sites de production dans toutes les régions. Donc d'être dans les marchés, proche des marchés, c'est un vrai plus. Et je pense vraiment qu'à moyen terme, on verra de la demande parce qu'il y aura des duplications d'usines. Aujourd'hui, il y avait une énorme usine, par exemple en Chine, qui livrait le monde. Pas LNS, mais d'autres sociétés. Et après, on verra, ça commence déjà. Vous avez l'usine en Chine qui reste pour la Chine, mais après, ils mettent sur pied une usine en Inde, ils mettent sur pied une usine en Europe, une usine en Amérique du Nord. Donc, il y aura une duplication de ces outils industriels. Et ils auront besoin de nos produits pour automatiser la production parce qu'on ne trouve plus autant facilement la main-d'œuvre pour travailler dans nos industries, en tous les cas. Donc, automatiser sera de plus en plus important. Oui. Quels sont les objectifs pour la suite ?
C'est de continuer sur notre lancée. Alors, c'est sûr qu'on est leader sur la plupart des marchés, mais on a des marchés où on peut encore se renforcer. Donc, ce sera éventuellement... LNS, on est arrivé au niveau aujourd'hui à travers 7 acquisitions. Donc, une croissance organique plus 7 acquisitions. Mais c'est de faire d'autres acquisitions pour se renforcer dans certains pays et aussi de venir ajouter éventuellement d'autres lignes de produits, en plus des 4 qu'on a aujourd'hui. Vous avez des exemples? Ça pourrait éventuellement être des robots de chargement-déchargement. Il y a pas mal d'autres systèmes de périphériques pour machines-outils. En 2023, LNS a fêté ses 50 ans. Partout, les différentes sites de production, entreprises ont fêté. Ça a été un événement important. Oui, on a fait, au mois de janvier, il y a un jour, il y a tous les sites en même temps, on a fait un événement pour marquer le jour. Et après, effectivement, là, il y a eu, ça c'était ici en Suisse, l'été, chaque site ou chaque société en fait, du groupe, au long de l'année, on fait plusieurs événements, soit en invitant des clients, soit en invitant le personnel, vraiment pour célébrer cet événement. Parce que je trouve 50 ans, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire d'arriver à 50 ans. Et puis avec le développement, comme vous avez dit, arriver à 1000 employés dans le monde. Donc, on peut vraiment parler de success story pour LNS sans vouloir faire du marketing, mais c'est le regard que vous portez sur l'histoire d'LNS ces 50 dernières années. Moi, c'est le regard que je porte, effectivement. Puis vous avez dit au début que je devais vendre du rêve. Alors, c'est vrai que nous, on est dans l'industrie, mais nos produits sont utilisés pour fabriquer des choses, par exemple, tout ce qui se trouve dans les iPhones, tout ce qui se trouve dans la majorité des produits qu'on utilise aujourd'hui. Derrière, il y a certainement un produit LNS qui est utilisé pour produire ça. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une success story. Ouais. L'ancien directeur du groupe, qui a été notamment président du conseil d'administration, Philippe Semama, disait dans une interview « Quand on est tout en haut, on est tout seul ». Vous en pensez quoi? Ça vous arrive de vous sentir seul? Non, je dirais parce que justement, on a réussi à créer cette équipe de direction maintenant au cours de toutes ces années, au cours des 10 dernières années. Et ce sont vraiment des partenaires avec qui on peut échanger sur ces sujets, que ce soit organisationnels, que ce soit stratégiques. Donc c'est sûr qu'il y a des moments où, oui, effectivement, on se sent un tout petit peu seul, mais en même temps, je me sens vraiment bien entouré avec cette équipe et puis même avec le reste de l'organisation. Donc, ouais. Et vous espérez rester en tout cas chez LNS CEO jusqu'à votre retraite. Si on pense à la photo de vous, enfant, ce petit garçon, vous lui diriez quoi aujourd'hui? Je dis alors justement qu'il faut je dirais, croire en ses rêves, vraiment avoir une volonté, une envie, et puis il faut rester très ouvert. Il faut être curieux, en fait. Je pense que c'est aussi quelque chose. Aller voir ce qui se passe ailleurs, comprendre les autres personnes, pourquoi ils font certaines choses, et pas se refermer, soit géographiquement ou dans ses pensées, en fait. Vraiment garder cette ouverture d'esprit. Je trouve que c'est vraiment le point le plus important, je pense. Ouais. Très bien, Monsieur Lille ou Monsieur Lyle, puisque ce nom de famille est plutôt anglophone à la base. Ouais. Merci beaucoup pour cet entretien et tout de bon pour ces 50 prochaines années. Merci à vous. Voilà, c'en est tout pour cette émission After Work, le Business Talk. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Je me réjouis beaucoup. Commit After Work, le Business Talk a été présenté par Commit, une gestion des ressources humaines plus simple, plus numérique, plus rapide et à un prix imbattable. Et de RIF SA de votre région, nous rendons la qualité visible.